Chers amis, c'est avec une grande joie que nous nous réunissons à nouveau ici à la métropole grecque-orthodoxe de France pour cette conférence pour explorer une figure marquante de l'histoire contemporaine de l'Église orthodoxe en France, feu le métropolite Meletios, dont la vision et l'engagement ont été déterminants dans la fondation de la métropole grecque-orthodoxe de France. Et sous conditions compliquées en cette époque-là, nous avons la joie d'accueillir M. Anastasios Zographos, historien et spécialiste, je dirais, de l'histoire ecclésiastique. À travers ses travaux et ses recherches approfondies, il a su illuminer des aspects souvent méconnus de l'Église orthodoxe. Souvent, on parle avec Anastasios et il me donne des éléments de sa recherche. J'imagine qu'il le fait plutôt pour créer l'envie d'aller chercher, et pour que je cherche moi aussi les archives de la métropole. Et aujourd'hui, nous sommes impatients de découvrir son éclairage sur la personnalité et l'œuvre de Monseigneur Meletios. Nous nous souvenons, notamment, j'ai trouvé un petit récit de Olivier Clément, de ce grand théologien orthodoxe, qu'il disait pour Monseigneur Meletios, il a écrit « Par goût personnel, je cite, par goût personnel et par formation théologique, il avait une foi très biblique et il avait longtemps animé, après son arrivée en France, un cercle d'études bibliques. Il prenait très au sérieux la scène du jugement au 25e chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu. Il fut ainsi, en France, le seul évêque orthodoxe à visiter régulièrement les prisons. Il fit construire le foyer hellénique de Châtenay-Malabry pour permettre aux enfants des familles pauvres de faire leur apprentissage ou des études avancées, foyer doublé plus tard pour accueillir les étudiantes grecques venant dans la région parisienne. Et fin des citations. Par ailleurs, l'établissement de la métropole grecque orthodoxe de France est bien plus qu'un événement institutionnel. Elle témoigne d'une volonté de rassembler, de fortifier une communauté dans un contexte où les défis, tant pastoraux qu'identitaires, étaient nombreux. Alors le métropolite Meletios, par son charisme et par son dévouement, a su jeter les bases solides d'une église vibrante en France, intégrée dans son époque, tout en restant fidèle à ses racines, à ses origines spirituelles. Je vous invite donc à accueillir chaleureusement notre conférencier, M. Zographos, qui, j'en suis sûr, saura nous faire revivre cette période charnière avec profondeur et clarté. Et je voudrais aussi remercier le professeur M. Chrysostalis, qui est toujours présent et qui anime ces conférences et avec sa manière unique, et qu'il a connu évidemment très bien Monseigneur Meletios, et il a lui aussi, je pense, des choses à nous dire, à nous témoigner, peut-être.
Alex. Bon, je laisse la parole à vous. Merci Monseigneur, je ne suis là que pour m'associer à l'hommage que vous venez de rendre à Monseigneur Mellet, celui que j'ai connu assez bien. Et je pense qu'il y a dans cette salle plusieurs personnes qui l'ont connu ou qui gardent un souvenir de lui. Mais je pense que le mieux à faire, c'est de passer la parole directement à Anastase, qui lui a travaillé également sur les archives et qui va nous dire certainement des choses très intéressantes. Et puis il y aura les commentaires, certainement les réflexions et éventuellement des souvenirs personnels venant de la salle. Merci. Anastase, donc. Les membres du clergé quittent l'autel, viennent devant l'iconostase pour la petite entrée. Le prêtre, après avoir encensé l'évêque et l'assemblée, dira sagesse debout, et le chœur enchaînera avec un hymne vespéral qui remonte au IIe siècle. C'est un des hymnes les plus anciens de notre Église. Lumière joyeuse de la sainte gloire du Père immortel, céleste, saint, bienheureux Jésus-Christ, parvenu au couchant du soleil, voyant la lumière du soir, célébrons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne dans tous les temps d'être célébré par des voix pures, Fils de Dieu qui donne la vie, aussi le monde te glorifie. Donc c'était en 1969. C'était en 1969. C'était la mission orthodoxie. On a la chance d'avoir ce document. Donc j'ai beaucoup de choses à dire. Bien, donc je remercie Monseigneur Dimitrios de m'avoir invité pour une présentation dans le cadre de ces conférences. Mais je le remercie surtout de m'avoir confié le classement des archives de la métropole, ce qui m'a permis de vous présenter cet exposé. Je tiens aussi à remercier un grand absent, Monseigneur Jérémy, qui a pris soin des archives, ce qui explique pourquoi elle se trouvait à Châtenay-Malabry. Cette intervention fait suite à une autre beaucoup plus courte et simplifiée que j'ai faite à l'occasion des journées de la jeunesse orthodoxe, à la suite de laquelle Monseigneur m'a demandé d'en faire une autre plus étoffée. Je vais mettre le diaporama.
La fondation de la métropole de France, vaste sujet qu'on ne peut traiter facilement, car les documents importants sont dans les archives et pas tous. Jusqu'ici, on avait des publications dans des journaux en France ou en Grèce, mais pas une information basée sur une documentation solide. Une première exploitation des archives nous permet aujourd'hui de tracer les grandes lignes de cette histoire. Nous venons juste de franchir la limite des 30 ans depuis la mort de Monseigneur Meletios, mais notre exposé portera sur une période beaucoup plus ancienne, les années 1950-1960 qui correspondent aux premières années de l'évêque de Reggio en France. Je n'ai rien trouvé à ce jour antérieur à 1951, mais je garde l'espoir. En 1947, Meletios a 33 ans. Il sort du contexte du drame de la guerre civile et d'un pays sinistré. Les années 50 sont pour lui une période de formation, de grands projets et de combats comme nous verrons par la suite. Notre enquête porte sur une partie de la documentation et ne se veut donc pas exhaustive et encore moins définitive. Alors, et vous verrez au cours de l'exposé qu'on touche à des domaines très variés qu'il est impossible de traiter de manière exhaustive. Après un survol de l'histoire des Grecs en France et de la métropole de Thyatire, nous verrons le projet de Monseigneur Meletios à partir de quelques documents d'archives qui sont pour la plupart inédits. Le cadre historique, XXe siècle. L'émigration. La première migration massive des Grecs vers la France se produit pendant la Première Guerre mondiale à l'initiative de l'État français qui a besoin de main-d'œuvre pour ses industries d'armement. Il s'agit de Romni, de l'Asie mineure, et du Dodécanèse qui est sous occupation italienne. C'est à partir de cette première vague migratoire que se constituent les premières communautés à Port-de-Bouc, usine Kuhlmann, Port Saint-Louis-du-Rhône, Salins de Giraud et Marseille, puis Saint-Étienne, mine et manufacture d'armes, Pont de Chevry, usine Gramont, Grenoble, biscuiterie Brun, travaillant pour l'armée. Il y a aussi Nantes, usine de munitions, Bordeaux, Tours, Lille, Nice et Toulon. La deuxième vague migratoire se produit entre 1922 et 1926 et se trouve d'une part dans le prolongement de la première et de la catastrophe de l'Asie mineure. Cette immigration spontanée, tolérée en France, qui manquait de main-d'œuvre, s'est arrêtée avec la crise des années 30 et elle a recommencé plus tard. La création des communautés. Une communauté grecque se constitue véritablement lorsqu'elle ouvre un lieu de culte, une église orthodoxe. La construction d'une communauté, d'une paroisse, est une affaire de laïcs. Et la construction d'une église au XIXe siècle est l'affaire d'un comité de personnes fortunées, comme à Marseille, ou d'un seul homme, comme à Paris, bien qu'entouré d'un comité. C'est la société civile qui gère le bien commun, dont l'Église, et nomme le prêtre qui est au service de la communauté. Donc le prêtre, il est au service de la communauté et il est soumis aux laïcs. On peut suivre, donc là vous avez bon, je vais continuer le texte, hein, c'est Pont de Chevry, le quartier du Réveil. On peut suivre la progression des communautés grecques en France à partir de l'ordre chronologique d'ouverture de leurs églises. Dormition à Marseille 1821, puis 1845, Saint-Stéphane à Paris 1895, Pont de Chevry 1917, Saint-Éluthère à Lyon 1917, présentation de la Vierge au Temple à Porto 1918, Saint-Georges Grenoble 1918 puis 1950, Trinité de Saint-Étienne, Sainte-Catherine au Port-de-Bouc 1930, Saint-Constantin-Hélène à Paris 1936. La plupart de ces églises, sauf Paris et Marseille, sont installées dans les locaux mis à leur disposition par les industriels employeurs Pont de Chevry, Saint-Étienne, ou par la municipalité, Bordeaux, ou installées dans un local provisoire. Les communautés n'auront les moyens pour acheter un terrain et construire leur propre église qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Les communautés font venir des prêtres de Grèce qui assurent, en plus de leurs fonctions sacerdotales, des cours de grec quand la communauté n'a pas les moyens de payer un professeur. Un autre indice de la progression des communautés est la vie associative. Elle-même est très liée à l'Église, à commencer par les sociétés de bienfaisance à Marseille et à Paris, 1889, puis les associations culturelles à Pont-de-Chevry, 1919, Paris, 1922, Belleville, 1931, Lille,
1927, Grenoble 1921, Sartrouville 1937. Les écoles du jeudi ou du samedi apparaissent dans les années 1920 et fonctionnent en marge de l'école française. L'école est créée peu de temps après l'Église. Il y a enfin les associations des corporations, les fourreurs, 1919 à Paris, les tailleurs, 1930, les coiffeurs à Paris, 1931. La Sainte Métropole de Thyatire. Dans les années 1880, une importante vague d'émigration de Grèce vers les États-Unis et l'Europe occidentale a commencé, initialement causée par la crise de l'économie agricole de Péloponnèse, la crise du raisin. Donc il y a eu la phylloxéra en France, les Grèces étaient épargnées, elle a exporté beaucoup de raisins, ils sont mis à produire du raisin, et quand en France ils se sont relevés, après ils ont imposé des impôts, ce qui fait que la Grèce a fait faillite. Ils avaient tout mis sur le raisin. Attendez, jusque-là, je sais pas le truc. Voilà le texte. Le patriarcat écuménique supervisait l'Église orthodoxe de la diaspora. Mais en 1908, il a transféré cette autorité à l'Église de Grèce. Mais l'Église de Grèce n'a pas réussi à contrôler la situation, surtout aux États-Unis, vu la distance. L'archevêque d'Athènes, Meletios Metaxakis, visite les États-Unis en 1918 et crée une première structure ecclésiastique. Et en 1921, il décide de créer un archevêché de l'Amérique du Nord et du Sud, à qui, étant donné le contexte politique, donne une autonomie. Et donc, le patriarcat écuménique va donner officiellement la naissance à cet archevêché le 24 mars 1922. Alors, donc là, vous avez une petite carte, vous voyez, c'est Thyatira. C'est un peu compliqué de voir où se trouve, mais c'est la zone qui se trouve sous Smyrne. Smyrne, il y avait une métropole à part, et c'est une zone, comme ça, vous voyez, c'est cette zone-là, qui correspond à la métropole de Thyatira. Mais Smyrne, il avait un archevêque, il avait un métropolite indépendant. Voilà, donc c'est une chose très particulière, surtout, je pense, à cette époque-là, il a eu déjà des massacres, etc., donc il voit que c'est déjà la fin, donc, le massacre à Évigne, etc., et donc là, ils ont donné, parce que là, il est déjà, le problème se pose, c'est quelques mois avant la catastrophe de Smyrne. Alors, à cette même date est fondée la Sainte Métropole de Thyatire et de Grande-Bretagne. Sa juridiction comprenait la France, l'Autriche, l'Hongrie, l'Italie et Malte. En mai 1954, la décision du Saint-Synode du patriarcat écuménique a créé et elle a promu un archidiocèse, donc de Thyatire et de Grande-Bretagne, avec Athenagoras Kavadas comme premier archevêque. Le premier métropolite, c'est Monseigneur Germanos Sthenopoulos. Le métropolite Germanos Sthenopoulos est né en Thrace orientale. Il fit ses études dans l'Institut théologique de Chalki. Il a poursuivi par la suite aux universités de Leipzig, Strasbourg et Lausanne. En 1903, il obtient le doctorat de l'université de Leipzig. De 1904 à 1922, Germanos fut le recteur de l'Institut de théologie de Chalki. C'était un érudit qui parlait 5 langues. En 1912, il a été élu métropolite de Sélefki, puis en mars 22, métropolite de Thyatire, exarque patriarcal pour les communautés grecques d'Europe centrale et occidentale. Parallèlement, il devenait le représentant du patriarche écuménique auprès de l'archevêché de Canterbury. Il était à son époque le représentant le plus écouté du patriarcat écuménique dans toutes les commissions interorthodoxes et interchrétiennes, et aussi en tant qu'écrivain prolifique. Le nom de Germanos Sthenopoulos est étroitement lié à l'histoire du mouvement écuménique, tout au moins pour la participation et la coopération orthodoxe. Monseigneur Athenagoras de Thyatire. Le métropolite Athenagoras Kavadas est né à Corfou et a étudié théologie à Athènes. Il fut ordonné diacre en 1909 et prêtre en 1910. La même année, il devient vice-recteur du séminaire de Risario à Athènes. Jusqu'en 1917, en 18 et 19, il reçoit une bourse pour étudier à Oxford. En 1921, il est appelé en Amérique par le métropolite Meletios Metaxakis, alors archevêque d'Athènes, futur patriarche écuménique, puis patriarche d'Alexandrie. Il dessert les paroisses et en 1937, il est nommé recteur de l'Institut de théologie Sainte-Croix à Brooklyn. En mai 1938, il est devient évêque auxiliaire de l'archevêché d'Amérique avec le titre d'évêque de Boston. En 1950, on lui demande de s'occuper des paroisses d'Autriche, de Hongrie et d'Italie. À
appartenant encore à l'archevêché de Thyatire. Après la mort du métropolite Germanos, il fut élu en 1951 archevêque de Thyatire et exarque d'Europe occidentale et centrale. L'évêque Athénagoras Kavalas fut très impliqué dans le dialogue entre les églises chrétiennes et représenta le patriarcat écuménique lors des réunions du Conseil écuménique des églises. Monseigneur Meletios Karabinis. Ioannis Karabinis est né le 20 décembre 1914 à Kalamata, dans le Péloponnèse. Il est issu d'une famille nombreuse de conditions très modestes. Il obtient son diplôme de théologie à l'Université d'Athènes en novembre 1937. Il cherche à s'installer en Grèce du Nord. En novembre 1938, il est nommé prédicateur militaire à la métropole de Xanthi, qui est en Thrace, c'est tout au nord près de la Bulgarie. Il est diacre. En mars 1940, il est toujours diacre, prédicateur, qui accompagne l'aumônier militaire. Les différentes biographies sur Internet placent son ordination comme prêtre en 1940. En 1942, on le retrouve prédicateur à la métropole de Monemvasia, Spati, avec proche collaborateur. Il était proche collaborateur du métropolite Chrysostomos Daskalakis, dont on va parler un peu plus tard. Le 15 janvier 1945, il est nommé aumônier militaire à la 5e division de la Garde nationale. Dans un rapport relatif à ses activités, il explique qu'il détruit les soldats sur des questions à caractère religieux, national et social, en mettant l'accent sur l'opposition entre le christianisme et les enseignements athées et matérialistes du communisme. Et il conclut la création de noyaux religieux parmi les soldats, malgré les difficultés posées par les distances et leur service évoluent bien. Les enseignements sont suivis de discussions et se terminent par des chants religieux. En avril 1945, il est invité par l'archevêché à prêcher à la cathédrale d'Athènes. En octobre 1945, il est nommé par l'archevêque d'Athènes, Damaskinos, prêtre et prédicateur à la paroisse de la Dormition, Chrysospiliotissa, église centrale d'Athènes proche de la cathédrale. Des biographies sur Internet indiquent qu'il a participé à la résistance pendant l'occupation. Il est fort possible, mais nous ne savons pas sous quelle forme. Il a fait sûrement avec son évêque Chrysostomos Daskalakis, mais il est difficile d'admettre qu'il a participé activement à côté des communistes, comme le prétendent diverses publications. Chrysostomos a eu une activité sociale et philanthropique exceptionnelle. Son action a été reconnue par toutes les tendances politiques, mais lui, comme Meletios, n'a appartenu à aucun parti. Chrysostomos a œuvré pour la réconciliation nationale après la guerre civile, et son action fut reconnue de toutes les orientations politiques. Donc on retrouve Meletios en 1947, aumônier militaire à Larissa, en Thessalie. Donc nous allons retenir son caractère de prédicateur et son engagement dans l'armée comme aumônier. C'est sa première mission en tant que prédicateur dans l'armée qu'il poursuit pendant l'occupation dans les villages de Laconie en tant que prédicateur itinérant, car à cette époque, la plupart des prêtres n'avaient pas de formation théologique, et le diocèse disposait de prédicateurs professionnels pour remplir cette mission. À l'armée, au début de la guerre civile, il a une mission de prédicateur, instructeur, et pas seulement pour les questions religieuses. L'expérience de la guerre civile l'ayant profondément choqué, comme il le dira plus tard, il lui a donné l'idée de sortir, de partir et de venir en France. Donc il arrive à Paris en 1947. Prêtre à Saint-Stéphane, second prêtre, en 1950, recteur avec l'accord des efforts, et du prêtre Parthenios Polakis, qui devint par la suite professeur à l'Université de théologie à Thessalonique. En 1953, il est évêque, devient évêque auxiliaire de Reggio, et en 1963, métropolite de France. Donc là, nous allons passer aux choses un peu plus sérieuses. Nous allons passer au testament de Monseigneur Meletios. Alors, je vais vous lire des extraits. Au nom de la Sainte et Dividise et consubstantielle Trinité, moi, le plus petit parmi les serviteurs du Christ dans l'économie des mystères de Dieu, Meletios Jean Karabinis, métropolite de France et exarque de toute l'Ibérie, ayant reconsidéré mon état jusqu'à présent et regardant vers la fin de ma vie, sur terre et vers mon repos dans le Seigneur, recherchant de toute mon âme l'immuable miséricorde de la compassion divine, une pénitence et une rémission de mes péchés, qui soient volontaires ou involontaires. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur Tout-Puissant parce qu'il a injecté dans mon âme l'appel divin des travailleurs, ça c'est important, et qu'il a bien voulu dans son amour sans faille faire
de l'être fragile et pécheur de mon existence, un réceptacle de sa grâce omniprésente et salvatrice. Je dirais aussi des grâces incommensurable à la mère Église qui m'a entouré d'une affection inépuisable et a fait de moi, bien que faible en force, un pasteur d'âme et un intendant de ses trésors spirituels. Je suis conscient qu'au sein de l'Église mère, tant à l'autel que dans la pratique de mon travail spirituel, j'ai connu la plénitude du bonheur et la félicité divine, de la joie et de l'allégresse dans le Christ qui ne risque pas d'être éclipsé par toutes les adversités et les tempêtes auxquelles j'ai été appelé à répondre à maintes reprises. Je dois ma plus grande gratitude au vénérable centre de l'orthodoxie, le patriarcat écuménique, à mes parents défunts qui, avec beaucoup de pauvreté et d'abnégation, m'ont élevé à la mémoire de mes maîtres et guides éclairés dans la vie du Christ. Les évêques Arsinagoras, patriarches écuméniques, Meletios et Kelaropoulos de Messénie, Chrysostomos Daskalakis, Arsinagoras Kavadas de Théatire, aujourd'hui décédés. Je suis également reconnaissant à mon troupeau pour ces longues années d'amour et d'attachement à mon égard, à mes bons amis le métropolite Cyril de Chaldée et l'archevêque Iacobos d'Amérique, collaborateurs chers et laïcs dévoués, et à tous ceux qui soutiennent mon travail. Dans l'exercice de mes fonctions spirituelles et administratives, j'ai souvent attristé et critiqué de nombreuses personnes. Je leur demande le pardon chrétien et je pardonne de tout mon âme tous ceux à qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont fait du tort, m'ont blessé et ont dit du mal de moi. Les biens à mon nom, comme le foyer hellénique des vieillards à Sartrouville, le foyer hellénique des jeunes à Châtelain-Malabry, la villa de Bourg-la-Reine, nos églises de Nice et de Bordeaux, et tout ce qui existe comme biens et immeubles, je le lègue à la Sainte Métropole de France qui fonctionne conformément à la loi française en tant qu'association sous le nom d'archevêché orthodoxe grec, exarchat, patriarcat écuménique. Donc il est étonnant de constater que le testament date de 1974. Tous ces biens immobiliers étaient à son nom. Et le resteront jusqu'à sa mort. Mais revenons aux personnes qui considèrent comme ses maîtres. Meletios et Kelaropoulos, métropolite de Messénie, de 1890, de Messénie, de 1922 à 1933. Il dessert la paroisse grecque de Munich à la fin du XIXe siècle, spécialiste de droit canon, avec une action pastorale philanthropique extraordinaire, surtout après le déracinement de l'Asie mineure. Marque les années de jeunesse de Meletios, c'est peut-être en son honneur qu'il fut appelé Meletios. Chrysostomos Daskalakis, métropolite de Sparte de 1942 à 1945, et ensuite métropolite de Messénie, donc de Kalamata, 1945 à 1961. Métropolite de Sparte pendant l'occupation, Meletios collabore avec lui, il participe à la résistance. Au moment de la guerre civile, il œuvre de l'intérêt commun sans parti pris. Les habitants de Kalamata lui témoignent leur confiance et leurs bons souvenirs, quelle que soit leur conviction politique. Meletios a eu une relation suivie avec lui. Nous constatons donc qu'il s'agit de personnalités ecclésiastiques ayant assumé un rôle social et pacificateur important, que nous verrons apparaître dans la gouvernance de Monseigneur Meletios. Passons maintenant au maître américain. Patriarche Arsinagoras, personnalité exceptionnelle, difficile à présenter en quelques mots. En 1931, il arrive à l'archevêché d'Amérique du Nord et du Sud et convoque une grande assemblée clérico-laïque où il propose 3 changements par rapport au statu quo. D'abord, l'archevêché abandonne son indépendance et se rapproche du patriarcat, d'une part, et d'autre part, il centralise le pouvoir de l'Église. Il renforce le pouvoir de l'archevêque par rapport à ses évêques, et la paroisse n'est plus sous la direction des laïcs, elle devient indépendante et laisse à la communauté les seules questions éducatives et sociales. L'idée était de renforcer l'autorité de l'archevêché en le rapprochant du patriarcat écuménique, de sorte à être reconnu par les autorités américaines comme seul interlocuteur des orthodoxes, et protéger le diocèse des divisions du passé tout en limitant l'influence de l'élément laïque. L'objectif était de créer une communauté puissante dans le cadre de la société américaine. Cependant, le rôle des laïcs reste important, mais il est sous contrôle. En 1948, il est élu patriarche écuménique. Au Arsinagoras Kavadas, nous avons parlé de lui.
Et comme nous le verrons dans les échanges avec Meletios, les 30 années qu'il a passées en Amérique ont fait de lui un Américain, très à cheval sur le sens du devoir et de l'intégrité par rapport à la mission qui lui était confiée. Et nous arrivons à Iakovos. À l'âge de 15 ans, il entre à l'école théologique de Khalki. Il est ordonné diacre. En 1939, il se rend en Amérique, invité par la synagogue, et devient son archidiacre. Il occupe plusieurs postes de prêtre et en 1954, il est élu évêque auxiliaire de Malte, Mélitis, pour représenter le patriarcat au Conseil écuménique des Églises. Il remplace la synagogue en Amérique lors de son départ en 1959. À côté de sa très riche activité pastorale, il a une activité sociétale. Il est le premier chef religieux à s'engager pour la défense des droits des Noirs américains. Pour la photo. Il prendra position contre la guerre du Vietnam et aussi pour les droits des Palestiniens. Nous avons affaire donc à une série d'hiérarques du Nouveau Monde, hors du commun, qui ne se cantonnent pas à une fonction strictement religieuse, mais jouent un rôle social et politique. Ils assument un rôle ethnarchique en pacifiant puis organisant les communautés grecques, mais ils irradient leur action dans la société américaine. Iakovos va beaucoup plus loin et son audace est largement reconnue par les autorités américaines. Ses relations avec le président des États-Unis et autres personnalités politiques lui permettront d'intervenir pour défendre les intérêts vitaux de la Grèce. Cependant, Monseigneur Iakovos est plus un ami qu'un maître. Donc après cette introduction, nous allons entrer dans le vif du sujet à partir du document. L'histoire étant la science du document. Monseigneur Meletios, évêque auxiliaire, la création du Trust. Quelques mois après son arrivée à Londres, le métropolite Athinagoras de Thyatire va créer un organisme de gestion financière du diocèse. Un document donc est envoyé à toutes les communautés. Donc je vous lis quelques extraits. Après avoir pris en charge l'évêché de Thyatire et étudié les problèmes communautaires et ecclésiastiques de la communauté de nos compatriotes en Europe, son éminence Athinagoras a compris qu'il était absolument nécessaire de lui assurer une certaine indépendance économique. Il a donc jugé salutaire d'établir la caisse de l'archidiocèse dont les fonds seraient utilisés pour les besoins des communautés, confréries et paroisses éloignées afin que leur destin orthodoxe grec s'accomplisse. L'évêque a estimé qu'il n'était pas opportun de demander l'aide financière du fonds public grec, étant donné que la reconstruction économique de l'État est poursuivie par des mesures gouvernementales drastiques. Il a donc cherché une solution dans ce qui suit. Depuis 1925, date de la fondation de la métropole de Thyatire, jusqu'à l'année dernière, tous les revenus de l'archidiocèse ont été les bénéfices légaux individuels et les droits officiels du détenteur du trône. Selon les statuts de notre Église, l'évêque n'avait pas à en rendre compte à qui que ce soit. Et il n'existe pas sur le plan canonique de personne morale qui puisse exercer un contrôle sur l'administration de ce revenu. À partir de ce fait, son éminence, le métropolite Athinagoras, a établi un trust financier de la métropole de Thyatire avec un comité de 8 membres composé de 5 laïcs et 3 ecclésiastiques qui administrera de manière responsable les revenus de l'ensemble de l'archidiocèse de l'Europe occidentale et centrale. En tant que principale ressource du trust, il a librement concédé tous ses droits canoniques sans exception, ainsi que les revenus de son sacerdoce. Il s'est limité à une petite allocation mensuelle sur les revenus annuels ou les excédents de l'ensemble de l'archidiocèse sera constituée une organisation ecclésiastique de l'archidiocèse d'Europe occidentale et centrale, financièrement saine, dirigée par un conseil administratif mixte, composé de 8 membres, pourra venir à l'aide à nos groupes les plus pauvres de l'Europe, etc. Donc nous relevons la référence au conseil administratif mixte. Selon les statuts de l'archevêché orthodoxe grec d'Amérique, 1931, entre 2 assemblées clérico-laïques, l'archevêché était dirigé par une commission mixte de clercs et de laïcs. Ces membres étaient élus par vote secret par l'assemblée clérico-laïque. Leur devoir était la mise en œuvre des décisions de l'assemblée et la gestion des finances de l'archevêché jusqu'à la prochaine assemblée 2 ans plus tard. Le président était l'archevêque et elle se réunissait 2 fois par an. Le 10 juin 1955, le métropolite Athinagoras, on a 2 Athinagoras, il y a Athinagoras le métropolite et Athinagoras le patriarche. Donc là, c'est le métropolite, écrit à Meletios. Il est très urgent d'organiser la partie du trust à Paris. Mais ça, M. Colombos,
nous ne pouvons rien faire et nous perdrons du temps précieux. Il viendra de Suisse, à Paris le 18 de ce mois, à 8 h du matin, et je pense qu'il pourrait rester à Paris plus d'un jour. On pourrait à une journée tout arranger à condition que tout préparait selon les directives. Il faut donc faire deux choses, choisir un notaire français, aller y aller le samedi, ne pas vous attendre, choisir 5 personnes de confiance, dont 2 doivent être citoyens français. Ça vous donne l'ambiance, comment les choses se passent. À Colombo, ça avait une journée, il faut absolument tout faire. Ça n'a pas marché. Alors, Constantin Jean Colombo, c'est le vice-président du Trust, une personnalité très importante, grec originaire de Malte, juriste de renommée internationale, spécialiste du droit international de la mer et de la diplomatie, professeur de droit international à l'Académie du droit international de La Haye, conseiller de la Reine. Il est aussi le principal conseiller juridique du patriarche Athénagoras. Le 15 novembre 1958, jour de l'inauguration de la maison de retraite à Sartrouville, Meletios s'écria son métropolite. Lors de notre dernière rencontre à Londres pour la conférence de Lambeth, nous avons échangé longuement à propos de la création d'une annexe du Trust en France, sous la forme d'une association diocésaine. Je vous ai traduit les statuts. Dans les annexes se ferait, et des annexes se ferait la transmission des titres de propriété de la maison de retraite. Donc on se pose des questions, ils sont à son nom, mais enfin, il est quand même embêté avec la situation. Nous constatons qu'en 1958, ils n'ont pas encore réussi à trouver une solution à la question du trust, une solution qui corresponde à la législation française. En attendant, Monseigneur Meletios a mis toutes les nouvelles acquisitions sous nom propre. Dans un autre document, le métropolite d'Athinagoras, qui cite Meletios en tant qu'administrateur de la trésorerie du trust en Europe occidentale, pose le problème de la conversion de l'argent, d'une monnaie à l'autre, et qui détient l'argent, etc. On peut conclure que l'intention de Monseigneur Athinagoras était bonne pour l'Angleterre, mais pouvait difficilement être appliquée de la même façon dans tous les pays du diocèse. Le 5 février 1963, le patriarcat crée la métropole de France, la métropole d'Allemagne et la métropole d'Autriche, qui comporte aussi l'Italie et Malte. Le projet du Trust en France n'a pas pu aboutir et nous n'avons aucune indication sur les raisons qui ont conduit cela, et il y en a sûrement. La date du testament 1974 correspond aux premières années du fonctionnement du foyer hellénique à Châtenay-Malabry 1971. Dans le contexte de l'époque, le testament suffisait pour assurer la transmission. Meletios, deuxième point, Meletios et son métropolite. Alors, la maison de retraite à Sartrouville. La maison de retraite à Sartrouville. Dans un document distribué lors de l'inauguration de la maison de retraite le 15 novembre 1958, Meletios explique comment j'ai conçu l'idée d'élever un foyer de vieillards à Paris. Depuis les premières années de ma carrière dans l'Église, la protection, le soin et le réconfort de la vieillesse furent les devoirs les plus importants et les plus chers de mon ministère. Quand au cours de l'année 1946, je suis arrivé à Paris comme curé en seconde de l'église Saint-Stéphane, j'ai senti ma sympathie pour les vieillards croître et inonder ma poitrine. Et cela parce qu'ici, à l'étranger, j'ai senti plus encore, dans toute son étendue et toutes ses formes, ce drame immense du grand âge. J'ai constaté combien il était dur de se trouver dans les dernières années de sa vie, courbé par l'âge et les épreuves, étranger parmi les étrangers, abandonné sans aisance financière, sans chaleur et la protection de la famille, sans l'assurance du lendemain, ayant pour compagnon l'isolement et la gêne, l'abandon, la crainte et les souvenirs nostalgiques de la douce patrie et d'une existence heureuse disparue. Cette impression n'était pas théorique. Par suite de ma longue expérience comme curé de la colonie grecque de Paris, et par la suite dans ma carrière épiscopale, et aussi à l'occasion de mes visites dans les différentes paroisses de l'archevêché, il m'a été donné souvent de puiser dans la réalité même une confirmation matérielle attristante et pénible, et d'être souvent le témoin oculaire de tragédies de la vieillesse que j'ai considérées comme des tâches non seulement sur notre colonie, mais aussi d'une façon plus générale sur la société et la civilisation de notre époque. Au milieu de la richesse, du luxe et du confort des diverses grandes villes européennes, et en contradiction avec le calme et bien-être de la vie insouciante de la majorité de nos compatriotes, j'ai connu des compatriotes âgés habitant dans des taudis, vivant isolés de tous, abandonnés et oubliés par les heureux, privés même du pain quotidien, mourant pendant la période d'hiver et de privation, d'abandon et de froid. J'ai enterré par voie administrative, comme disent les Français, des dizaines de vieillards de notre colonie qui étaient morts
les uns dans la rue, les autres dans les soupentes, à peu près nus et squelettiques, et qui avaient été transportés à l'Institut médico-légal de Paris pour la nécropsie. Je n'oublierai jamais le drame de ce vieillard qui, en août 1953, au boulevard Port-Royal, était mort de privation, seul dans son grenier. On le découvrit par hasard au bout de quelques jours, par suite de l'odeur fétide provenant de la décomposition de son corps. Croyez-le, j'ai encore présente à la mémoire l'image affreuse que j'ai eue devant les yeux quand j'ai pénétré dans sa petite chambre pour célébrer le service funèbre. Il m'est également impossible d'oublier la tragédie d'un autre vieillard, Créone, ce vieux marchand de marrons du quartier latin qui, aveugle et vêtu de loques, se traînait dans les rues sollicitant la charité de nos compatriotes jusqu'à ce que, atteint par le cancer et abandonné, il mourut à l'hôpital Cochin. J'ai suivi de près les drames familiaux et j'ai vécu l'angoisse, la douleur et le désespoir de malheureux vieillards qui, dans leur famille, étaient considérés par le gendre ou la bru comme des parasites gênants et devaient subir toutes les formes de mépris et de vexation. Souvent, des vieillards victimes de semblables drames familiaux se sont réfugiés dans notre église avec des sanglots et des larmes et nous ont demandé asile et protection. Il ne m'est pas permis d'apporter en détail des faits précis, ni de décrire des scènes de ces divergences et de ces luttes familiales devant lesquelles tout homme civilisé se sent saisi de honte et de répugnance. Je signale seulement avec beaucoup de preuves que ces plaies familiales secrètes ne sont pas de phénomènes exceptionnels. Malheureusement, ils sont nombreux, ils se déroulent sans cesse, journellement, dans les familles, et le plus souvent, sont recouverts par le manteau du secret et de l'hypocrisie. Souvent, la paix des familles est superficielle et artificielle. Le respect et l'amour apparent, l'intérêt hypocrite et les intentions affectées et spectaculaires de certains pour leurs parents et de leurs frères âgés invalides sont par définition des mensonges, sous lesquels se cachent les vexations, les humiliations, les disputes, les passions et des haines que nous seuls, les pères spirituels, sont en mesure de connaître. Certes, notre société n'est pas constituée uniquement de ça. C'est pourquoi nous ne devons pas nous étonner des tragédies de la vieillesse de cet ordre. Je les rapporte seulement et je les décline comme un des aspects du problème de la vieillesse et d'une situation que j'ai étudiée pendant un certain nombre d'années. Et notre aspect de ce problème social est celui de ces vieillards qui, jouissant de quelques aisances financières, sont privés de famille, vivent complètement isolés et malgré leur indépendance matérielle, ont un sentiment de certitude, d'infériorité et d'isolement, et surtout de crainte pour l'avenir et pour les derniers instants de leur vie où il n'y aura pas auprès d'eux une main affectueuse et fraternelle pour leur fermer les yeux. Quelle bénédiction serait pour ceux-ci et pour les autres un foyer familial, un entourage chrétien fraternel, une protection morale et un soutien de la mère Église. Toutes ces tristes circonstances de mon ministère dans les vignes de notre Seigneur, toutes ces tragédies de la vieillesse que j'ai rencontrées, surtout sur une terre étrangère, ont contribué à ce que je conçoive l'idée du foyer des vieillards. Au début, je l'avoue, j'y pensais comme un songe chimérique, comme à un projet démesuré, à un mirage. Je n'osais le confier à personne, même pas à mon père spirituel, sa sainteté l'archevêque de Thyatire à Synagoras. J'avais une profonde conscience des difficultés énormes que comportait la réalisation d'une telle entreprise. La seule à la connaître était une pieuse vieille de notre colonie. Et pour être franc, c'est elle qui lui a donné de la vigueur et qui a gonflé ma poitrine d'espoir par ses supplications et ses larmes, répétant constamment la phrase « Père, faites une bonne action pour nos vieillards malheureux » et méprisé, faites qu'il y ait un foyer de vieillards grecs à Paris. On constate que Monseigneur Meletios évoque plusieurs cas d'isolement des personnes âgées. Les premières années de son ministère, il a beaucoup visité les familles. Tous ceux qui l'ont connu parlaient d'une personne proche qu'ils ont fréquentée. Ils discutaient souvent, il est venu manger chez nous, donc il allait dans les familles. Il aimait les hommes, quoi. C'était son charisme d'être proche au service de tous. Et dès les premières années, il pense à la France. Il sait que le diocèse de Thyatira est ingérable. Tôt ou tard, il faudra le partager. Mais Meletios parle au début du document de Paris, et non pas de Sartrouville. Effectivement, il avait du mal à parler à son métropolite du projet. Nous allons comprendre les raisons. Meletios a Synagoras une relation mouvementée. Nous nous situons dans le contexte de l'ensemble du diocèse, c'est-à-dire toute l'Europe occidentale.
19 décembre 1954. Meletios écrit à son métropolite. Croyez-moi, chaque fois que je vous écris, j'éprouve une joie et un plaisir extraordinaires, et plus encore lorsque je reçois vos lettres, à travers lesquelles j'admire la disponibilité de votre esprit. Bien que vous continuiez à considérer mes mouvements avec un certain scepticisme quant à leur succès, et malgré l'obstacle que vous avez mis à mes plans et à mes actions, je suis satisfait de l'ensemble du contenu de vos lettres, et je suis satisfait de votre tactique. Vous vous distinguez toujours par votre esprit pratique, bien que votre rationalité soit souvent insupportable. Vous avez certainement tout à fait raison dans vos desseins en ce qui concerne l'organisation de nos communautés. C'est le travail principal de notre mission. Donc, notre mission, c'est organiser les communautés. Dans sa lettre du 16 janvier 1956, le métropolite écrit à Meletios, « Tu te rends compte que tu as endetté le trust, tu as pris toutes les recettes. Il faut que tu changes de tactique, bien que tu m'aies écrit que tu enrichiras bientôt le trust. » Et Meletios répond, « Vous avez raison, si on prend en compte que pour rassembler les 3 millions de francs pour l'achat de l'église de Nice, il a fallu que j'aille 7 fois pendant l'année 55 sur votre ordre. J'ai connu des moments difficiles, de la tristesse, des humiliations, de l'angoisse, mais aussi de la joie et une satisfaction personnelle. La réussite de ce projet ne vaut pas la moitié des frais de transport de l'année 1955. Puis il a eu l'achat du terrain à Bordeaux, où ça a construit l'église. Elle ne pourrait pas se faire sans frais de transport. Avec ceux que nous avons reçus pour la construction de la maison de retraite, le trust a reçu 12 700 livres anglaises. Ce n'est pas ma faute si cette somme n'est pas en liquide, mais en valeur immobilière. En avril 1956, le métropolite à Meletios. Je t'ai dit à plusieurs reprises que l'homme nu devrait être habillé en commençant, je t'ai pas dit, ne devait pas être habillé en commençant par les gants, le chapeau, haut de fort, une cravate de fantaisie, etc. C'est comme ça avec le jeune homme comme toi, qui manque d'expérience. Je t'ai répété à plusieurs reprises mon programme, qui ne peut être modifié en aucune façon. Dans le cas contraire, cela devient de n'importe quoi. 1. Base financière, confiance et enrichissement de trust, même si je dois tout sacrifier sur le plan personnel. 2. Établissement de nouvelles communautés, là où il y a des groupes désorganisés, nomination de prêtres que pourrait payer le trust en revitalisant des anciennes communautés de la même manière. 3. Ordination de leaders pour une meilleure supervision et discipline de l'organisation. 4. Acquisition d'églises et de lieux de culte sans se mettre à la merci des Russes. 5. Écoles et institutions caritatives. J'ai fidèlement suivi mon programme qui est parfait dans sa systématisation, car le 5e ne peut pas être réalisé sans le 4e, le 4e sans le 3e, le 3e sans le 2e, le 2e sans le 1er. Si je t'ai permis de sauter directement au 5e, sans les 4 premiers, je ne le regrette pas, mais je sais que j'aurais pas dû le permettre. Alors pourquoi, mon Seigneur, tu t'es mis les mains dans le béton, les poutres, le marbre, les contrats et les avocats pour construire des palais pour des gens à moitié sauvages à Paris, alors que vous saviez que vous perdiez les enfants de la Grèce et de l'orthodoxie? Attends, non, c'est pas ça, c'est le 3. Tu ne pouvais pas être de bonne foi si tu disais ceci et cela et ceci et l'autre devait être fait dans 5 ans. Mais s'il ne pouvait pas être fait et qu'il ne se faisait pas, c'était davantage ta faute, puisque tu as mis ton âme, ton corps, ta réputation et tout ce que tu avais pour cette maison de retraite. Tu ne parlais de rien d'autre à part cela, et tu pensais que ceux qui n'applaudissaient pas ton projet étaient tes ennemis. Combien j'ai essayé de t'éloigner des pensées et des opinions helladiques et des dispositions du clergé grec. C'est terrible. Si tu veux venir lundi prochain et répéter de telles choses, je te prie de ne pas venir. J'en serai 100 fois plus désolé. Et en grec. Πόσο προσπάθησα να σε απομακρύνω από τα ελλαδικά σκέψεις και ροπάς των ελλαδικών κληρικών. Τι φοβερόν. Εάν πρόκειται να έρθεις την επόμενη Δευτέρα, να επαναλάβεις τέτοια, σε παρακαλώ να μην έρθεις, θα λυπηθώ 100 φορές περισσότερο. Le métropolite, donc le dimanche des Rameaux, la même année. À ce qui concerne la deuxième question, à savoir revenir ici pour collecter de l'argent, tu me trouves terriblement opposé. Ce n'est pas une façon de poursuivre notre travail. Après t'avoir conseillé de ne pas trop t'étendre, je pensais que même si tu ne m'écoutais pas, tu avais tout réglé sur place. Puis je viens là-bas, tu me conduis au bâtiment en construction, tu me fais monter au 20e étage.
Tu me vantes la vue et le romantisme et tu attends des félicitations. Mais moi, je te dis et j'ai insisté pour que tu ne montes pas au-delà du 3e étage, car tu construis une maison de retraite et non pas un palais. Tu m'as assuré que tu te conformeras et dans chacune de tes lettres, tu m'as écrit que grâce auprès de la mairie, tout va bien et que tu as tout l'argent nécessaire. Puis, d'un coup, tu viens voir tes amis à Londres pour qu'ils complètent tes besoins d'argent avec 3500 livres. Mais par l'amour de Dieu, nous avons des besoins dans nos églises, car sans ces moyens, nous ne servons à rien, alors que nous sommes si réticents de demander seulement 50 livres à un armateur. Toi, tu viens et tu demandes 500 livres. Et lorsque les membres du trust vont demander pour le trust, ils se heurtent à une réaction terrible, comme si l'archevêché ne faisait rien d'autre que leur tirer des sous. À tous armés, c'est le cas. Si tu avais respecté mes instructions initiales, tu ne serais pas aujourd'hui à court d'argent. Tu voulais des palais pour les vieux et peut-être pour te montrer maintenant. Pour te montrer. Maintenant, débrouille-toi. En grec, travatatora. Si tu veux venir ici pour changer de l'air, tu es le bienvenu. Mais si tu viens ici avec la conviction qu'avec les mots, les arguments et les sourires, tu pourras me persuader de l'autoriser, je te prie de ne pas mettre dans une position d'être dur avec toi. Avec une très grande difficulté, j'ai réussi à obtenir plusieurs amis armateurs qui me donnent une façon livre sterling pour l'église de Saint-Barnabé. 26 mai 56, métropolite Amélie, je ne t'ai pas répondu à ta lettre parce que nous sommes différents et que je sais que tu trouveras ma réponse trop dure. Malheureusement, la pensée et le rapport au sentiment de chacun de nous est aussi éloigné que la Grèce de l'Amérique. Les raisons sont les suivantes. 1. La grande différence d'âge. 2. La quantité d'expérience administrative que nous avons chacun. Alors que j'ai commencé à administrer, 2. Que j'ai reçu mon diplôme à l'âge de 23 ans en tant que supérieur de monastère. À 25 ans, j'ai été nommé vice-directeur de la très grande et très célèbre école Alisario à Athènes et j'ai donc administré de manière responsable jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 47 ans, tandis que tu es entré dans l'administration il y a 3 ans et pas encore de manière totalement responsable. Alors, 3 juin. Méletios au métropolite. Je n'ai aucun doute sur la pureté de vos intentions et je reconnais que vos conseils et vos observations proviennent d'un intérêt personnel sincère. Je l'ai constaté dès le premier jour où je vous ai rencontré. C'est pourquoi j'ai toujours regardé avec confiance votre personne, que je respecte et que je n'ai jamais voulu vous cacher mon monde intérieur, mes faiblesses, mes fautes, mes soucis et mes rêves. J'avoue que chaque fois que j'ai eu l'occasion de me confesser à vous, je me suis senti heureux, et même si souvent lors des confessions suivies par vos remarques sévères et peut-être par vos réserves silencieuses à mon égard, je n'ai jamais été envahi par la crainte de perdre votre considération, par mes confessions et l'idée que vous auriez pu vous faire de mon ministère à partir de preuves extérieures. Je me suis toujours permis de vous parler selon ma propre expression, sans hypocrisie, sans arrière-pensée ni autre raison. J'ai toujours reçu avec gratitude vos conseils et vos observations, et j'ai essayé, dans la mesure de mes possibilités, de répondre à vos instructions. Vous avez l'obligation sacrée de m'exprimer votre opinion et me donner vos conseils et me demander de les appliquer. Je crois que je n'ai jamais considéré votre façon de faire comme étant dure. Vous êtes mon père et mon supérieur hiérarchique, et j'ai le sens de mes grandes obligations envers vous, ainsi que la discipline et l'ordre de l'Église. Concernant les finances, vous avez raison lorsque vous dites que je manifeste un mépris inexcusable, mais cela concerne mes propres finances, et en aucun cas les finances du diocèse ou de vos œuvres caritatives. Les comptes de la maison de retraite et du diocèse et du patriarcat sont en règle, et l'argent se trouve en banque, et je suis prêt de vous le rendre, ainsi que leur gestion à vous-même ou à une autre personne de votre confiance. Si Saint-Stéphane et la dignité de l'évêque est une mine d'or, vous pouvez vous-même le vérifier. Il suffit que vous preniez ma place pendant une durée de 2 ou 3 mois. Comment je fais pour m'en sortir avec mes nombreuses dépenses? Acceptez comme réponse les paroles de l'apôtre. Je ne désire ni argent, ni or, ni vêtements. C'est mon travail pour les autres, ma volonté de servir tout le monde à tout moment et l'amour pour mon troupeau qui me permettent de faire face à mes dépenses sans économiser un centime. Et c'est précisément ce mépris de l'argent qui nous a attiré la bénédiction de Dieu pour collecter si facilement des millions pour les besoins de notre archidiocèse. Mais je vous remercie de cette observation, car je dois faire un sage usage de mon argent pour ne pas être affligé et pour ne pas me retrouver un jour dans la rue, etc.
La réponse métropolite à Mélètios. Une fois de plus, je te demande pardon, parce que quand même, ça va loin tout ça. Dans la liberté que j'ai d'écrire à mon premier-né, j'utilise des mots ou des expressions qui ne peuvent être prononcées qu'oralement, parce qu'au même moment, l'amour paternel brille dans mes yeux et leur coupe leur goût le plus amer. Et la lettre se termine. C'est la dernière longue lettre, et je suis convaincu que je ne te jugerai pas sévèrement à l'avenir si ta façon de penser me paraît grecque. Je dirai à moi-même, il est préférable d'être patient et mieux m'examiner. Peut-être que je gagnerai plus de force en moi. Nous constatons qu'il s'agit de deux personnalités droites et honnêtes à l'extrême. Le métropolite reconnaît le travail de son évêque auxiliaire, nous le verrons un peu plus tard. Mélète s'est centré sur la France, ce qui constitue le principal reproche du métropolite, bien qu'il ne le soit pas dit explicitement. Mélète vit une sorte d'extase par l'action en multipliant les projets et les initiatives. Leurs relations sont franches, telles qu'un père avec son fils. Il s'agit de deux personnalités affirmées ayant chacun son projet. Le métropolite voit le diocèse, cet énorme diocèse, et Mélète est concentré sur la France. La métropole de Thyatire et la France. Une gestion complexe. Le métropolite Athenagoras est bien sévère. Pour comprendre un peu mieux ce que représente cette métropole, je vais vous présenter une lettre du métropolite Athenagoras adressée au patriarche Athenagoras en 1959. Apparemment, le patriarche lui demandait de faire le nécessaire pour qu'il y ait le même statut dans toutes les communautés. Athenagoras reproche au patriarche de comparer l'Europe à l'Amérique, dont les communautés fraternités religieuses ont une histoire très différente. Je dis donc, quand vous êtes arrivé en Amérique, les communautés avaient 10 à 20 ans d'existence. Elles n'avaient ni histoire, ni la tradition des communautés d'Europe, dont certaines ont une histoire d'un siècle et demi et qui fonctionnaient loin de toute autorité ecclésiastique. Il était dit clairement que leur prêtre était l'employé de la communauté. Il est caractéristique que lorsque Germanos a été envoyé à Londres, on ne le laissait pas célébrer sans l'autorisation du traste chaque fois qu'il avait besoin. Donc chaque fois qu'il voulait célébrer, il fallait qu'il demande l'autorisation. L'affaire était arrivée aux tribunaux et Germanos a perdu et le conseil du juge était assez explicite. Monseigneur, précédemment, jamais cette confrérie et cette église n'a été importunée pendant un siècle. Depuis que vous êtes là, se sont créées des dissensions et ils ont perdu la paix. S'il vous plaît, occupez-vous de vos propres affaires et n'annuyez pas les sujets britanniques d'origine grecque dans ce pays, sinon nous serons obligés de limiter votre séjour dans notre pays. Et on continue, le texte, donc la lettre continue. Lorsque je suis arrivé ici, il avait 19 communautés, aujourd'hui il y en a 42. Lorsque les moyens locaux ne permettent pas de payer un prêtre, c'est l'archevêché qui s'en charge, et s'il n'y avait pas d'armateur de Londres, un grand nombre de ces communautés ne pourraient pas subsister. Il nous manque l'élément économique qui aurait été facile à créer aux États-Unis. La plupart des communautés ne seraient pas en mesure de mettre en œuvre même leur devoir minimal qui aurait décidé une assemblée clérico-laïque dominée par les riches. Ces communautés ne sont pas en mesure de payer les frais de déplacement du prêtre ou du représentant laïque, par exemple Brindisi, Rome, Genova, Milano, Toulon, Salins de Géraud, Bordeaux, Pont-Cherry, Saint-Étienne, Francfort et Munich. On peut ajouter les 4 paroisses des mines de charbon en Belgique dont nous avons réussi que les prêtres soient payés par les mines. Nous sommes cependant contents de cette situation dans la mesure où ces communautés continuent à exister et que notre orthodoxie grecque ne soit pas perdue, au moins avec l'existence d'un prêtre d'une église. Et il poursuit. Vous parlez des évêques auxiliaires. Je suppose que vous savez qu'ils ne sont pas payés. Dans aucune autre partie du monde n'existe des évêques non rémunérés. N'étant pas payés, ils se dépensent sans compter pour leur communauté, sans être rétribués. Il leur est pas facile de partir, quand je veux, ou des raisons de service le demandent. Il est vrai que des personnes comme l'évêque de Reggio, Mélètios, qui portent le feu, Mettifotia Messeton, font des miracles comme le foyer des vieux à Paris, l'église de Nice et l'église de Bordeaux. Vous voyez, il avait toutes ces discussions, en fait, il est fier du travail de Mélètios lorsqu'il écrit au patriarche. Ensuite, il y a en Amérique qui appartiennent, il n'y a personne en Amérique qui appartienne à une autre juridiction que leur communauté.
En Europe, nous avons cette plaie. Les églises de Paris, Cardiff, Rome, Gênes, Venise, Munich, qui appartiennent à l'État grec, ont des statuts incohérents et ne reconnaissent aucune autorité ecclésiastique. Il y a en effet des communautés comme Londres, Paris, Marseille, Trieste, Lausanne, qui sont administrées de manière exemplaire, même si leurs statuts datent du siècle dernier et n'ont pas grand-chose en commun. Vous devez comprendre qu'actuellement, il n'est pas possible ni utile de convoquer une assemblée clérico-laïque. Je doute que la plupart des communautés pourront y participer, sauf si la caisse du Trest était suffisamment riche pour payer le transport et le séjour des représentants qui prolongeront par une grande fête, un aglende, puisque c'est nous qui payons. Mais aussi, les grandes paroisses n'enverront personne, car ils haïssent l'idée que leur statut soit affecté et qu'ils seront soumis aux décisions de la majorité. Les personnalités de Londres, Paris et Marseille n'accepteraient peut-être pas de s'asseoir dans une telle assemblée près des pauvres et parler avec eux d'égal à égal. En Europe, malheureusement, existe encore l'idée de la séparation des classes sociales. Alors, en juin 60, Meletios écrit à son métropolite. Pendant la durée de ce jour du Premier ministre grec Karamanlis, j'étais invité à le rencontrer. Il m'a dit qu'il a entendu parler de la riche action de l'archevêché en Europe, la construction d'églises, la création de nouvelles communautés, la création d'institutions philanthropiques, et en particulier la maison de retraite à Sartrouville. Il m'a demandé des informations sur nos travaux actuels et nos projets pour l'avenir. Je l'ai remercié chaleureusement et je lui ai dit « Nous ne souhaitons aucune aide financière de la part du gouvernement grec. Nous connaissons très bien son engagement et ses dépenses gigantesques qu'il a entrepris pour améliorer les conditions de vie de notre peuple et nous ne pensons pas juste d'ajouter des charges supplémentaires pour les besoins de l'hellénisme en Europe. Ceci est un principe primordial de notre métropolite et des évêques auxiliaires. Nous demandons juste le soutien moral et le dévouement du gouvernement grec à notre travail. » Mes paroles lui ont fait grande impression. Enfin, répondit-il, il existe des clercs supérieurs qui ne demandent pas d'argent. Ils nous demandent tous, Jérusalem, Panthégrée Œcuménique, Alexandrie, lequel était en premier et par quels moyens. Monseigneur, je suis à votre disposition. Vous n'avez qu'à me le demander personnellement et directement. Je vous donne ma parole que je serai toujours à votre disposition. On peut constater que l'esprit qui règne dans la métropole de Thyatire, on doit tout construire par soi-même et en faisant appel aux laïcs. C'est la diaspora, à la diaspora d'aider la Grèce et non pas le contraire. Et nous arrivons maintenant au projet de Monseigneur Meletios. Dès son arrivée en France, malgré les responsabilités étendues à d'autres pays, Meletios est centré sur la France et tous ses projets se feront de la France et du point de vue français. Pour construire la future métropole, il avait besoin de persévérance et de foi à son projet, de l'argent et de collaborateurs. La recherche de collaborateurs fut une affaire fastidieuse marquée par de nombreux aléas. Cette équipe de collaborateurs proches devint une réalité en 1962. Alors, le 7 mai 1962, dans une lettre adressée au patriarche, annonce que lors d'une réunion tenue à Paris en présence de l'archevêque Athanagoras, a été décidée la création d'un bureau à Paris de l'archevêché de Thyatire composé de l'archimandrite Athanasios Vassilopoulos, futur métropolite de Ilia, le diacre Jérémie Kaligiorgis, le diacre Panagiotis Miatos, Anastasios Bougas, diplômé en théologie, Nicolas Astras, conseiller juridique, et Kalliope Pinambesi, secrétaire. Donc la première préoccupation, c'est la constitution de statuts communs à toutes les communautés dont le projet initial est fourni par la commission patriarcale qui sera soumis au vote de l'Assemblée clérico-laïque. Il s'agit une fois de plus d'un vœu pieux, car chaque paroisse avait ses statuts qui étaient communautaires avant tout et le métropolite ne pouvait rien imposer. Il a fallu plusieurs décennies pour les esprits évolués. De nouvelles générations arrivent et comprennent par elles-mêmes que les paroisses devraient aller toutes dans le même sens afin de montrer qu'il s'agissait d'une église unie. Quelques mois plus tard, en octobre 1962, l'archevêque Athanagoras meurt et l'année suivante, Meletios devient métropolite de France. Meletios écrit au patriarche Athanagoras en juin 1963. Je suis arrivé à Paris en 1947, à la suite d'une invitation à exercer un ministère sacerdotal dans l'église du premier martyr et archidiacre Étienne, qui m'a été adressé par feu l'archevêque Germanos de Thyatire, les forêts de cette église et l'ambassadeur de Grèce à Paris, M. Raphaël.
Au moment de mon arrivée à Paris, la paroisse était en pleine décadence à raison des conflits internes qui la divisaient en 2 fractions rivales et qui trouvaient leur origine dans d'anciennes querelles ecclésiastiques. La triste conséquence de ce fait fut que toute l'activité du diocèse se réduisait à des divisions et disputes, et l'Église, composée d'un petit nombre de fidèles, se trouvait en faillite complète. Non seulement les registres conservés en témoignent, mais aussi les anciens compatriotes qui ont vécu les événements en question. Donc il y a une opposition, pour faire simple, entre l'église Saint-Stéphane et Saint-Constantin. Donc d'un côté, c'est l'église des riches, et de l'autre côté, les églises des pauvres. Donc là, je vous montre un document qui est intéressant, qui nous montre les mariages, les différents mariages, on ne voit pas très bien, malheureusement, ce n'est pas très clair. Et donc là, vous avez les prix qu'il faut payer pour chaque type de mariage. On a eu les grandes lumières, etc. Il y a toutes les donc 10 000. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, donc on arrive au 5e degré, et là, c'est, donc il y a juste la grande lumière et musique byzantine. Parce que tout ce qu'il y avait avant, c'était la musique polyphonique. Donc on n'a pas pu entrer dans cette question-là. Donc la musique byzantine, avec un chantre, ça arrive en 5e position. Donc ça vous donne un aspect quand même de la différence entre les deux paroisses. Et d'autant plus que la paroisse de Saint-Constantin, c'est une paroisse traditionnelle. Et M. Dr. Efthymio me disait que Paliouras, donc c'était le chantre de la petite église, était chantre et collaborateur de Père Paradis de la petite église. Il avait aussi sa chorale constituée de jeunes filles de la paroisse qui chantaient en byzantin. Paliouras avait transcrit l'ensemble des offices de l'année liturgique. Et donc le manuscrit est disponible et nous pouvons nous en servir pour ceux qui voudront chanter, pour ceux qui savent lire la musique occidentale, on peut s'en servir. Monseigneur a tout ce document. Donc la paroisse de Saint-Constantin fut une sorte d'organisation communautaire qui s'est développée indépendamment de l'organisation communautaire grecque à Paris, avec son groupe de jeunes, ses groupes de scoutisme et puis récemment ses groupes de danse folklorique. Jusqu'à une période récente, la communauté grecque de Paris n'avait pas de locaux attitrés et se trouvait dans le local de la cathédrale, mais sans que l'Église soit impliquée. Donc je continue. Donc là, c'est un des manuscrits. Vous avez tous les offices de l'année, tous les chants, tout a été transcrit. Il n'a jamais pu l'aider et éditer cette œuvre-là monumentale. Il a fini en 1947, il est mort à ce moment-là, en 1948. Et donc c'est quelque chose, c'est un outil que nous pouvons utiliser. Je continue. Donc ce compte-rendu qui fait pour les 10 ans d'épiscopat au patriarche. Au milieu de cette situation peu encourageante, j'ai entrepris avec l'aide du ciel mon travail pastoral, et ayant comme premier objectif et point de convergence de tous mes efforts la paix et la réconciliation de mes compatriotes, ce qui a été réalisé avec le temps, avec un travail intensif et persévérant. L'augmentation du nombre de fidèles fréquentant l'Église et le réveil du sentiment religieux en eux ont été réalisés progressivement et peu à peu, et en même temps l'intérêt des compatriotes pour le redressement des affaires religieuses. Dans le cadre de ces efforts, de pieux compatriotes ont apporté de généreuses contributions et ont permis l'embellissement et la rénovation de notre Église. D'autre part, l'éducation générale des enfants grecs de la communauté, lors de mon arrivée, était entre des mains d'éléments dont toute l'activité dans la communauté conduisait naturellement à l'érosion plus qu'au développement de l'héritage grec et orthodoxe. Ayant réussi dans l'engagement de l'Église à exercer le travail pédagogique pour les jeunes, j'ai organisé des écoles grecques à partir de nouvelles bases et j'ai enseigné personnellement pendant un certain nombre d'années. Dans ce contexte, on peut situer mon effort fructueux qui, comme cela s'est avéré par la suite, a consolidé et a organisé le mouvement scout des jeunes sur de nouvelles bases, sous les auspices de l'Église, qui a finalement été amélioré grâce à des cadres inspirés. Mon activité parmi les étudiants visait à éliminer les éléments corrupteurs de leur rang. Et afin de développer leur culture spirituelle, j'ai organisé à plusieurs reprises des excursions pour eux, dont 2 ont eu lieu en Angleterre, 2 en Espagne, une en Belgique, une en Hollande et une en Suisse. Après mon élévation au rang de l'évêque, j'ai entendu et poursuivi mon travail qui avait été commencé en l'édifiant sur des bases plus stables et en le planifiant davantage. Le regretté archevêque Athanagoras a toujours suivi de près mes efforts dans ce domaine, me soutenant de multiples façons. Il se rendait à Paris à cette fin 4 ou 5 fois par an
C'est pour cette raison que je garde le souvenir de cette figure lumineuse et qui lui voue, et je lui voue, une reconnaissance sans fin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser la jeunesse, à commencer par l'Olympiade. Donc, ces photos, ça se passe en 51. Et donc, il y a des... Alors, pour Monseigneur Mellettos, c'est un grand sportif. C'est un domaine qui va investir dès son arrivée en France en favorisant la création de l'association sportive Olympiade, qui apparaît en 1948 pour que des anciens scouts gardent le contact et restent ensemble. Le but initial, dit son président en 1954, était d'opérer un vaste regroupement de la jeunesse d'origine hellénique, de créer une ambiance amicale, etc. Donc des Olympiades sont créées dans les nombreuses villes de France. Le 27 mai 1955, Mellettos écrit à son métropolite: l'association de nos jeunes Olympiades que j'ai créée organise dimanche prochain une merveilleuse rencontre de la jeunesse grecque de France. Viendront à Paris plus de 100 personnes de Lyon, Grenoble, Marseille, Kiel, Nantes et Reims. L'association assurera les frais d'hébergement. C'est la première fois que dans l'histoire de l'hellénisme en Europe se produit une telle manifestation de notre jeunesse. Il s'agit d'un événement exceptionnel. L'Olympiade visait les jeunes adultes qui ont constitué par la suite un réseau de collaborateurs et ont aidé pendant des années Monseigneur Mellettos et Monseigneur Jérémie. Le groupement orthodoxe des jeunesses franco-helléniques. L'Olympiade fut un excellent levier pour pacifier la communauté en s'appuyant sur les jeunes générations qui ne partageaient pas les divisions de leurs aînés. La décision de créer une structure englobant tous les mouvements de jeunesse dans un cadre unique fut le produit d'un consensus au sein de la communauté grecque de Paris. Le groupement orthodoxe des jeunesses franco-helléniques a été constitué en 1959. Voici en quelques termes comment il est présenté en 1962. Le but est de donner une nouvelle impulsion à notre jeunesse et au scoutisme, et de grouper les différentes organisations et surtout de leur donner une seule ligne de conduite afin de créer un esprit homogène de coopération basé sur les principes saints de notre civilisation grecque orthodoxe, de notre culture classique et de notre tradition. La section du scoutisme a été réorganisée et pourvue de cadres qualifiés. Vous voyez, insistance sur le scoutisme. Dans les statuts, l'association a pour but 1. De coopérer à l'exercice du culte orthodoxe et la conservation parmi les membres de la culture classique et les traditions helléniques. 2. D'entretenir des relations suivies et de resserrer les liens d'amitié entre tous les jeunes Hellènes et philhellènes de France. D'encourager la pratique des sports, de favoriser le développement d'activités artistiques et folkloriques, de créer une section de scoutisme. Le titre 3 des statuts place l'association sous la présidence d'honneur de l'ambassadeur de Grèce en France. Son administration effective est assurée par un conseil composé de 12 membres. Sont d'office membres du conseil Monseigneur l'évêque de l'Église orthodoxe de Paris, Monsieur le consul général, Monsieur le président de la communauté hellénique de Paris et des environs. Les 9 autres membres sont élus par l'Assemblée générale au scrutin uninominal. Mellettos écrit à Synagoras en 1964. La question de l'organisation de la jeunesse de notre Sainte Métropole de France fait partie intégrante de l'ensemble de notre programme et des efforts sont faits pour étendre et promouvoir les activités menées jusqu'à présent dans le domaine et en tenant compte des exigences contemporaines de la nouvelle génération. Je ne cesse de trouver des moyens d'atteindre l'objectif de l'éducation chrétienne. Les principales lignes du programme mises en œuvre pour la jeunesse dans la Sainte Métropole de France sont caractérisées par le fonctionnement des écoles pour l'apprentissage de la langue grecque et l'enseignement du programme catéchétique. Ce programme est appliqué dans toutes les paroisses, concerne l'éducation des jeunes enfants et se trouve sous la supervision stricte des prêtres. Parallèlement, il existe des organisations et d'autres mouvements destinés spécifiquement aux jeunes. Il s'agit en priorité, en premier lieu, du scoutisme et du guidisme, qui sont des moyens suffisamment éprouvés pour influencer, former et enseigner les vertus de notre religion et de notre nation. Il y a ensuite les clubs qui organisent des spectacles de danse et des représentations théâtrales avec une action remarquable et un succès proportionnel à l'objectif de divertir et inculquer l'esprit de la culture grecque chrétienne, les cercles d'études et clubs d'athlétisme. Les mouvements subventionnés dans les paroisses grecques orthodoxes de notre diocèse de France et de l'exarchat de la Belgique, du Luxembourg, d'Espagne et du Portugal dépendent et sont dirigés par un comité central basé à Paris sous la même présidence et sous le nom de Jeunesse orthodoxe franco-hellénique.
Monseigneur Meletius a toujours été les scouts, mais une fois le mouvement intégré dans la métropole, le camp d'été en Grèce deviendra une préoccupation majeure pour lui. Il était nécessaire de trouver des aides pour le financer, étant donné que la contribution demandée aux familles couvrait juste une partie des frais. L'évêque chaque année adresse plusieurs courriers aux armateurs et aux autorités grecques pour organiser ce voyage pour les enfants nécessiteux. Le 3 mai 68, le métropolite s'adresse au patriarche. Notre métropole organise des camps d'été pour rendre service aux enfants nécessiteux de notre diocèse et en particulier pour les enfants des mineurs grecs de la Belgique. L'objectif de l'organisation des camps dans notre patrie est national et social, visant à l'éducation orthodoxe grecque de la jeunesse et la création de liens solides avec la terre de nos ancêtres. Suivons la construction du foyer hellénique de jeunes en 68-69 à Châtenay-Malabry et 10 ans plus tard, le foyer des étudiantes. Conclusion. Si nous suivons le cheminement de Monseigneur Meletius, on verra que le fil conducteur est le service. Toutes les personnes qui l'ont fréquenté insistent sur ses dons de simplicité, d'accueil et de gentillesse. En arrivant en 46-47, il trouve une communauté minée par des querelles et les divisions. Il se fixera comme mission la pacification pour être en mesure de construire la vie ecclésiale. Il comprend vite qu'il peut difficilement se fier aux anciens. Il commence à aider les scouts dès 47 avec la création de l'Olympiade. Il commence à y voir des événements réunissant toute la communauté sous l'impulsion des jeunes adultes. Il y a déjà le fait des corporations qui rythment l'année, mais il veut plus. Il veut réunir tout le monde avec des objectifs communs. Alors il se met au service de tous et va dans la famille. Il apporte son soutien sans condition de pratique religieuse. Il ne cherche pas à convertir, mais à aider. C'est bien ce que les gens apprécient et peu à peu l'Église se remplit de nouveau. Il y a de plus en plus de dons. Il constate le problème de ces vieux issus de la catastrophe de l'Asie mineure qui, à l'âge avancé, ne pouvant plus travailler, meurent abandonnés par tous. En opposition presque ouverte avec son métropolite, il engagea la construction de la maison de retraite avec tous les risques que cela présentait. Il est plein de verve et d'enthousiasme. Il construit de nouvelles églises, il encourage la création de nouvelles communautés et s'empare de la question de la jeunesse qui devient le levier principal de son action. Il serait difficile de suivre Monseigneur Meletius en oubliant Monseigneur Iakovos, archevêque d'Amérique. Ils ont une relation suivie. Monseigneur Meletius suit de près les évolutions aux USA, où l'Église grecque est devenue le principal interlocuteur avec l'État américain, mais aussi l'État grec. Il aurait voulu faire aussi bien, mais les conditions ne sont pas les mêmes. L'État américain donne une place prépondérante aux religions, contrairement à la France qui est laïque. Les moyens des États-Unis sont sans commune mesure avec les pauvres communautés françaises et surtout l'Église n'a pas les moyens pour introduire son personnel. Ne reste en France que les prêtres qui ont la foi, qui ont un idéal et une spiritualité profonde. Puis un prêtre et surtout l'évêque ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des choses invisibles au commun qui conditionnent son action. Les ecclésiastiques de cette génération se sont intéressés en priorité aux pauvres, car mis à part Paris et Marseille, toutes les autres paroisses étaient composées de réfugiés ou de migrants. D'abord les vieux, dont personne ne voulait à Saint-Tropez, puis les enfants du peuple, en créant l'école du foyer de Châtenay-Malabry, où quantité de jeunes ont étudié, le plus célèbre d'entre eux étant le journaliste Nicolas Aliagas. Monseigneur Meletius a dû attendre longtemps avant de trouver des collaborateurs, dont le plus précieux fut Monseigneur Jérémie. Ils ont formé à deux une équipe remarquable. Sans Père Jérémie, Meletius n'aurait pas tenu. Plus l'action de Meletius grandissait, plus les réactions et les attaques devenaient fortes. Grâce à la collaboration de Monseigneur Jérémie, notre métropole a pu être construite sur des bases solides. La construction de la métropole a nécessité plusieurs décennies. La fonction de l'évêque est d'apporter la paix, la réconciliation, tout en restant neutre et intègre. Monseigneur Jérémie me disait, j'étais le bouclier de Monseigneur Meletius. Je le protégeais,
Mais pour pouvoir le faire, il fallait rester neutre et irréprochable, et à force, je ne ressentais même pas les attaques que nous subissions. C'était bien le profil de Monseigneur Jérémie, toujours bienveillant, sans jugement, et quelle que soit la situation, un vrai père pour nous qui l'avons fréquenté. À son départ, nous ne perdions pas un évêque, mais un père. Monseigneur Meletios et Monseigneur Jérémie s'accordaient parfaitement à la construction de la métropole et leur œuvre conjointe. Monseigneur Meletios fut l'initiateur de l'action et Monseigneur Jérémie le soutien et le bouclier du métropolite. C'est lui qui a dirigé le foyer de Châtillon-Malabry, fut le recteur de Saint-Constantin-Hélène, édité le témoignage des passés orthodoxes, une édition rhonéotypée. Vous n'imaginez pas le travail que ça demandait, plus les questions de pastorat dans les paroisses du diocèse. Je vous remercie. Et donc, au tableau, ce que vous voyez là, c'est le projet que nous avons avec Monseigneur Dimitrios, puis une statue de Monseigneur Meletios qui est faite, qui est à Athènes, donc qui est finie là. C'est des photos que j'ai faites cet été, mais là, elle est encore mieux. Il va falloir que nous trouvions des moyens pour financer ce projet. Voilà. Alors, merci beaucoup, Anastase. Il est évident qu'on ne peut pas commenter tout ça parce que c'était tellement riche qu'il faudrait faire un livre très épais et puis faire une série de conférences pour prendre tous ces détails un par un. De tout ça, je crois qu'il faut retenir d'abord une chose fondamentale, c'est comme tu as dit, c'est que c'était un homme qui était animé lui-même et engagé entièrement au service des autres, mais dans l'Église. Ça, c'est fondamental. Et on a vu du début à la fin qu'il ne faisait jamais. Il a eu une relation peut-être animée avec son métropolite. Ça, c'est une chose. Mais il n'a jamais fait quelque chose vraiment contre l'Église ou en dehors de l'Église. Et donc ça, c'est fondamental pour comprendre cette personnalité tellement violente, évidemment. Alors, et l'engagement pastoral qui en découle, évidemment, il est évident. Alors, tout le monde sait qu'Anastase s'occupe depuis très longtemps des scouts de la métropole, d'où cette sensibilité pour parler de ce que Monseigneur Meletios a créé. Et nous avons encore des images, évidemment, de lui qui faisait des voyages en Grèce avec les jeunes de la métropole, ce que Anastase a continué, et qu'évidemment, Monseigneur Jérémie, son successeur évident, j'allais dire, avait continué. Alors, ça, c'est la première chose. Une deuxième chose, évidemment, qui se dégage de tout ça, c'est les difficultés qu'il y a pour l'installation des orthodoxes dans les différents pays de la diaspora et qui dépendent beaucoup de la mentalité, bien sûr, de ceux qui arrivent, mais également de ceux qui accueillent et de la législation du pays d'accueil. Ça, c'est très important. Et s'il y a eu toute cette histoire avec ce fameux trust qui n'a jamais vu le jour, c'est parce que la France n'est pas un pays anglo-saxon, parce que la mentalité est totalement différente. Et donc on voit que la difficulté à chaque fois, c'est comment adapter une tradition très longue qui existe déjà à une société qui, elle, fonctionne à chaque fois différemment. Et comment essayer d'homogénéiser tout ça, ce qui n'est pas évident. Et on voit donc quand il y a des demandes d'homogénéisation, on ne peut pas, parce que la réalité ne le permet pas. Il faut trouver donc des moyens pour, je dirais, pas contourner, mais faire avec, garder l'essentiel et en même temps s'adapter à la réalité. Évidemment, il était tout à fait normal, et Anastase l'a très bien fait, de parler aussi du fait qu'il y a eu un bouclier, bon là c'était le mot utilisé, mais il y a eu quand même... Oui, oui, tout à fait. Et il y a eu, tout à fait, oui. Et je sais, cette relation qu'il y a eu avec son propre évêque vicaire après, Monseigneur Jérémie, qui a prolongé l'œuvre de Monseigneur Meletios avec une personnalité différente, beaucoup plus discrète, beaucoup plus neutre, quelqu'un qui ne s'engage jamais dans une polémique, si vous voulez, et qui a réussi à stabiliser ce que Meletios avait planté. Et ça, c'est vraiment très important quand il y a une suite comme ça.
Alors, j'ai trop bavardé comme d'habitude et la salle doit avoir des réactions, je ne sais pas, ou des réflexions ou des témoignages, bien sûr, évidemment, pour compléter. Oui, Jorge. Bon, en tant qu'Espagnol, je voudrais remercier Monseigneur Meletios et Monseigneur Joanny, parce qu'ils ont mis les bases de ce qui est devenu aujourd'hui la métropole d'Espagne. Je viens d'Espagne, hein, le Portugal étant à part. Dans un pays profondément catholique, national catholique, si on peut dire, ça s'est implanté. Nous avons à Madrid une série de photos où on voit Monseigneur Meletios suivant la construction de la cathédrale de Saint-André. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment, dans ce pays, disons, catholique fermé, on a pu implanter. Il y a une communauté, les Ibériques, enfin les Hispaniques, comme votre serviteur orthodoxe, sont rarissimes. C'est grâce à l'immigration grecque qu'il y a pu avoir un développement, et petit à petit ça s'est constitué, est venu après le père Dimitrios Paris, qui a été recteur de la paroisse pendant très longtemps, racontait que les premiers temps, avant qu'il n'y ait la construction de Monseigneur Meletios décide la construction de notre cathédrale à Madrid, ils allaient célébrer la liturgie dans la villa du prince Bagration. Bon. Et tout ça, ça s'est mis petit à petit en place. J'ai eu l'honneur et le plaisir de voir Monseigneur Jérémy introniser le premier métropolite espagnol, qui était Monseigneur Epifanios, qui venait des États-Unis, que Anastase a connu, qui était quelqu'un d'extraordinaire, qui malheureusement nous a quittés très tôt pour des raisons de santé, ne supportant pas notre climat. Ensuite est venu Monseigneur Poliga, qui aujourd'hui se trouve en Italie. Je ne connais pas le nouveau métropolite d'Italie, puisque j'ai été déconnecté pendant très longtemps de Madrid, mais je voudrais quand même dire ici ma profonde reconnaissance à Monseigneur Meletios et à Monseigneur Jérémy pour avoir implanté, disons, alors on a insisté, je voulais simplement rappeler qu'on a copié le modèle français, on a suivi le modèle français, c'est-à-dire d'un comité interépiscopal. C'est le métropolite grec qui préside, ensuite on a le métropolite russe, et le métropolite roumain, je ne sais pas si c'est pas le métropolite bulgare ou géorgien. Donc voilà. Encore une fois, mille merci de tout cœur, parce que c'était très important que la péninsule ibérique connaisse et sache ce qu'était l'orthodoxie. Merci beaucoup. Donc l'intervention de Jorge Devoto nous rappelle la manière dont a fonctionné cette organisation de l'Église orthodoxe de la diaspora, en particulier en Europe occidentale. D'abord, donc, un diocèse dont le siège se trouve à Londres, qui est responsable de la quasi-totalité de l'Europe occidentale. Et puis, évidemment, au fur et à mesure que des centres se développent, il est évident que l'on crée des diocèses indépendants comme celui de France. Je rappelle que lorsqu'en 1963, on a créé la métropole de France, elle était également responsable, enfin le métropolite qui était ici était responsable d'une part du Benelux et d'autre part de la péninsule ibérique avec l'Espagne. Alors le Benelux est devenu une métropole à part avant et l'Espagne est devenue d'ailleurs, à la demande de Monseigneur Jérémy, est devenue une métropole à part en 2003. Donc on voit comment peu à peu les choses s'organisent et lorsqu'on considère qu'un territoire peut tenir seul pour devenir maintenant un diocèse, cela se fait. Et puis évidemment, la conférence était tellement riche qu'on a parlé beaucoup de l'engagement pastoral de Monseigneur Meletios, mais évidemment il n'y avait pas le temps, et puis aujourd'hui ce n'était pas vraiment le sujet de parler de son engagement interchrétien. S'il y a eu comité interépiscopal, et on dit que c'est dans cette salle même que ça a été décidé, c'est parce que d'autres personnalités, bien sûr aussi, mais Monseigneur Meletios a pris l'engagement, ce qui n'était pas évident du tout à l'époque. Maintenant, on trouve normal qu'il y ait une assemblée des évêques orthodoxes de France, etc. Mais à l'époque, ce n'était pas évident du tout. Quelqu'un qui réunit tous les orthodoxes, tous les évêques canoniques qui ont juridiction dans le pays, pour qu'il y ait une interface orthodoxe vis-à-vis des autorités du pays, mais également des autres chrétiens et des autres religions. Donc on voit bien à chaque fois qu'il faisait quelque chose à quel point il voyait loin. Et ça c'est merveilleux parce que l'exemple de la France c'était unique en Europe. Et il y a eu aussi aux États-Unis la SCOBA et puis dans les années 90, 93, je ne sais plus,
quand les églises orthodoxes ont décidé de créer ces assemblées épiscopales que nous avons maintenant, et donc l'Assemblée des évêques orthodoxes de France pour la France, et ces assemblées, respectant l'ordre canonique des patriarcats, évidemment, sont toujours présidées par le représentant de Constantinople. Pas grec, hein, c'est pas parce qu'il est grec, c'est parce que c'est le représentant du patriarche de Constantinople. C'est pas la nationalité qui compte, c'est l'ordre des diptyques et l'ordre canonique. Une autre intervention? Attends, Alexis, je voulais simplement rajouter une petite chose. N'oublions pas qu'au moment où nous avons notre premier métropolite en Espagne, donc Monseigneur Epiphanios, nous avons à la tête de l'État une reine qui est d'origine grecque. Qui est grecque, oui, tout à fait. Oui. Ça aide énormément, ça va nous aider. Après, il faut saisir les occasions, oui, tout à fait. Ça fait partie également de l'intelligence pastorale et politique. Bien sûr, la reine d'Espagne a été, pendant longtemps, celle qui était reine d'Espagne était d'origine grecque, oui, tout à fait. Autre question ou remarque il y a certainement beaucoup de gens qui ont connu. Oui, Laurence, oui. Alors, une observation, c'est vraiment un détail. Il est évoqué, Monseigneur Meletios est évoqué dans le 2e volume du journal de Paul Morand, académicien français élevé dans pratiquement l'athéisme, et qui va devenir orthodoxe à la toute fin de sa vie. Il avait épousé une grecque qui s'appelait Hélène Chrysoveloni, qui était paroissienne de Saint-Stéphane. Ils sont mariés ici, et il y a une évocation de Monseigneur Meletios traversant la Seine pour l'onction des malades à la fin de sa vie. Ils habitaient devant le Champ de Mars. Et après, ils ont été enterrés à Trieste, l'un et l'autre. C'est tout à fait une question anecdotique, mais extrêmement rare dans la littérature française. Merci encore pour cette conférence et ce que tu as fait, parce que tu donnes l'idée que malgré qu'il va falloir aussi réviser et classer les archives. Oui, si on peut récupérer des choses, parce qu'on a pas Il faut d'abord finir ici. Il faut d'abord finir. Non, mais déjà, pour Madrid, il n'y a pas grand-chose. Sur Madrid, parce qu'à l'époque, oui, bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était très périphérique. Bon, c'est après que c'est devenu quelque chose d'important. Autre remarque, il ne faut pas oublier que nous sommes tous issus, et la situation actuelle est issue du travail de cet homme et de ses multiples actions. Hein, c'est pas... Pardon? Exprimer un sentiment de gratitude. Ben oui, tout à fait. On n'aura jamais assez fait parce qu'on voit, et son intelligence aussi. Alors évidemment, il y avait le caractère bouillonnant, on a vu. D'ailleurs, la relation animée avec le métropolite, en fait, ce sont deux visions pour servir l'Église, c'est ça. Et on voit bien que c'est une relation de père et fils, et que le métropolite, quand il s'adresse au patriarche, il parle de son évêque comme un homme qui porte le feu, je crois, c'est ça. C'est mon premier. Mon premier-né, oui, c'est ça. Mon premier-né, donc il en est fier. Mais après, il y a d'abord des tempéraments différents et puis des façons de servir qui sont complémentaires, mais pas du tout opposées en fait. Hein. Ça, c'est pas bon. Après, en lisant les lettres, on voit le côté animé de tout ça. Et il faut voir aussi que le métropolite qui vient de Corfou, il a un langage très fleuri en grec. C'est très amusant. En fait. Il écrit comme il parle. C'est très, très amusant. Donc, et ce qui fait beaucoup. Toutes les semaines, ils avaient au moins 2 lettres, parfois. Au moins une lettre, parfois même 2 lettres. Il y avait le téléphone, mais je pense qu'ils avaient besoin d'écrire. Mais c'est une époque où on écrit beaucoup plus. C'est une génération qui a appris autrement. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je me souviens souvent de Monseigneur Meletios qui parlait de métropolite Athéna-Boras avec beaucoup d'animosité, oui, c'est vrai, et parfois en disant qu'il était quelqu'un de très sévère. Alors, pour des choses très particulières comme ça, mais toujours avec énormément d'amour et d'amour presque passionné de lui. Donc, c'était évidemment un homme qui l'a marqué beaucoup. Et bon, la correspondance que tu as évoquée le confirme tout à fait.
Autre remarque? Sauf la gratitude, oui, générale, voilà, c'est ça. Et avant de passer, je ne sais pas si Anastase veut compléter par quelque chose. Monseigneur, il y a je une sais pas, chose que j'ai enlevée parce que quand j'ai vu pour la première fois. C'était trop long, oui. C'était beaucoup plus long, donc j'ai réduit le plus possible. Et pourtant, c'est... Bon, écoutez, maintenant, il faut attendre une publication. Alors, je ne sais pas si on en est au stade de pouvoir faire la publication ou peut-être qu'il faut commencer par des petites choses parce qu'évidemment, cette correspondance est très riche. Oui, oui. Je voulais dire peut-être que cette conférence est le début d'une réflexion pour bien écrire et publier un livre sur l'histoire de la métropole et sur la personnalité évidemment de Monseigneur Meletius. Et bon, je voulais dire simplement que on voit à la personne de Monseigneur Meletius comment il perd ses propres besoins, comment il perd, certainement il a une vision ecclésiale purement. Il s'inquiète que pour l'Église. Et dans tous les niveaux, il prend les personnes âgées, il s'occupe des jeunes. Et toujours, son inquiétude, c'était l'unité. Et on voit aussi aujourd'hui comment l'Église, dans la vie de l'Église, il y a une continuité. Il y a une continuité. Chacun avec ses capacités, chacun avec ses charismes et ses rêves, comme Monseigneur Meletius, qui finalement était un grand rêveur, mais qu'il ne restait pas que au rêve, mais il passait à l'action. Ah oui, donc comment? Il passait à l'action, chaque fois. Et parfois, il forçait les choses pour obtenir. Il savait forcer, c'est ça. Ça, c'est pas... Et il a obtenu, il a laissé une œuvre absolument considérable. Oui. C'est l'occasion peut-être de réfléchir plus sérieusement, Mais si le travail de dépouillement est terminé maintenant. On va continuer, de toute façon. Là, c'est une première synthèse. On verra ensuite ce qu'on va faire. Je ne sais pas, il y a ce qu'on a, c'est madame, mais est-ce qu'il y a autre chose ici, revoir s'il y a d'autres documents pour compléter. Bon, déjà, je pense qu'on a, avec ce travail-là, on a déjà une base. De façon d'approfondir, oui, effectivement, le projet serait de faire une publication. C'est une métropole nouvelle, relativement, mais avec une histoire assez riche depuis l'époque de Monseigneur Meletius, et puis ensuite Monseigneur Jérémie et Monseigneur Emmanuel aussi pendant presque 20 ans. Et ça serait vraiment intéressant nécessaire, plus qu'intéressant, c'est nécessaire d'écrire. La métropole a eu 60 ans il y a un an. Il y a un an, 2 ans, oui. Donc oui, c'est ça. Jeune, mais pas, oui. Par rapport à Thyatire, alors je ne sais pas si tout le monde voit, Thyatire, comme Anastase le dit, c'est en Asie mineure, et c'est une des églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse, une des églises joanniques. Donc c'est un titre extrêmement évocateur, si vous voulez, et bien sûr, c'est très important, ça. On voit dans l'Apocalypse l'ange de Thyatire, etc. Bon. Et c'est pour ça. Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose, parce que, bon, il y a 2 annonces aussi avant de remercier de nouveau Anastase. Bon, il faut aussi terminer en disant que Monseigneur Meletius a démissionné à la fin de sa vie, presque à la fin, quand il était très malade. Il est parti en Grèce et il ne s'est plus mêlé du tout, avec une discrétion extraordinaire encore, même par téléphone, quand il y avait communication avec son successeur, Monseigneur Jérémie. Et lorsqu'il est mort, on a ramené son corps ici, et donc les funérailles ont eu lieu ici même, à Saint-Stéphane, et il repose au cimetière de Bagneux. Et donc, si quelqu'un de nous passe là, moi ça m'est arrivé 2-3 fois, mais il faut toujours aller se recueillir devant sa tombe, parce que nous lui devons tous beaucoup. Alors, bon, pour terminer, il y a aussi 2 annonces à faire.
La première annonce concerne une manifestation qui aura lieu le 17 décembre ici même. Et donc c'est un événement particulier. C'est notre ami Georges Elage, que vous connaissez certainement, qui est théologien et qui est d'origine libanaise et qui enseigne au Théologicum de l'Institut catholique de Paris, a soutenu sa thèse il y a 1 an à peu près, et donc il a fait de sa thèse un livre sur de la terre promise au règne de Dieu. Et autour de ce livre, il y aura une table ronde ici même, donc le 17 décembre à 19h30, avec la participation de Jean-François Colosimo, qui est directeur des éditions du Cerf, Anne-Sophie Vivier-Mouréchan, qui est théologienne et doyenne du Théologicum actuellement à l'Institut catholique, du père jésuite Michel Fédou, qui est patricien recteur émérite de la faculté Loyola de Paris, et bien sûr de Georges Elage. Et cette table ronde sera précédée de l'office de Sainte-Ville qui aura lieu ici, à Neufchâtel, j'imagine, c'est ça, hein? Oui. Et donc c'est pour le 17 décembre. Puis évidemment, le cycle de ces conférences continue. Je rappelle que ces conférences sont maintenant disponibles sur un canal YouTube que la métropole a créé et qu'on peut aller les trouver quasiment toutes. C'est très intéressant de revenir en arrière, d'écouter, de revoir les personnes qui sont passées ici. Donc Jean-Claude Larcher va revenir pour une 2e fois, après 2 ans, je crois, la première fois. Ce sera autour de son livre sur la prière de Jésus selon les moines du mois Athos. Quels enseignements pour les laïcs vivant dans le monde? Et ce sera le 4 février 2025. C'est comme ça que les rencontres Saint-Stéphane vont continuer l'année prochaine, se prolonger pendant tout le trimestre, évidemment, de l'année prochaine. Donc un grand merci à Monseigneur d'organiser tout ça, parce que voilà, il y a toujours quelqu'un qui fait, autrement on ne fait pas. Et c'est grâce à ça que nous sommes là. Un grand merci également au père qui travaille. Je vois le père Georges là, évidemment, le père Panayotte, c'est le vicaire général qui travaille beaucoup. Un grand merci à Anastase qui nous a tellement appris ce soir. Et bonne fête aussi à tous pour ceux que nous ne verrons pas avant la fête de Noël. Merci.